Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, naturellement, dans une chronique économique en plein cœur d'une crise politique et juridique, tout cela fait beaucoup d'hic, mais on ne peut pas ne pas parler des répercussions, justement, de cette crise qui n'en finit plus. Toujours pas d'élections et on a le sentiment que l'on s'achemine vers de nouvelles élections. Et il y a 24 heures, je le disais dans ce studio, on parlait d'une demande du ministre des Finances pour essayer de prendre des mesures visant à résorber quelque peu le déficit budgétaire considérable qui s'accumule depuis plus d'un an. Je ne sais pas exactement comment on peut mesurer les répercussions de cette crise sur le plan économique et même peut-être aussi sur le plan commercial, mais en tout cas, expliquez-nous quels sont les principaux impacts. D'abord, je voudrais vous rassurer. Moody's, qui note Israël sur son point de vue économique et point de vue de notation, a dit qu'elle maintient à 1 positif, que le déficit dont vous venez parler par rapport à ce qui est dans les autres pays de l'Europe et de l'OCDE et autres est valable. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de... Okay. C'est beaucoup... Il y aura peut-être quelque chose qui va être fait, mais il faut s'attendre, en tout cas, c'est ce que disait hier le ministre des Finances, Moshe Kahlon, probablement à des réductions budgétaires, à des augmentations de l'imposition. C'était un peu les 2 ou 3 mesures qu'il voulait prendre avant même les élections. Moi, ce que je voulais dire, c'est parler pour le quotidien des gens, quand je sais souvent, quelles sont les premières répercussions. Nous avons dit une fois, je crois, il y a quelques semaines, il y a une loi en Israël qui fait que si le 1er janvier 2020, le budget n'est pas voté, et ça, de toute façon, vous pouvez le confirmer politiquement, il ne sera pas voté le 1er janvier. À partir de 2020, le budget est divisé en 12 par rapport à ce qui était en 2019. Ouais. Celui qui est chargé en Israël s'appelle Chizkiyahu, qui est chargé des caisses de l'État, de là où l'argent doit aller, a envoyé une lettre à toutes les administrations, à tous les ministères, qui dit pas seulement 1er janvier 2020, ne profitez pas maintenant en novembre et décembre pour faire des dépenses ou s'engager sur des choses. Et ça a déjà des répercussions. 3, je voudrais noter. Oui. Première répercussion concernant la santé. Ils ont envoyé une lettre au ministère de la Santé et au Coupatrolim en disant il faut arrêter les déficits. Et ça, déjà, ça va pas bien là-bas. La problème de la santé, on a parlé généralement. Et ça a fait, du point de vue du ministère de la Santé et des Coupatrolim, une énorme attaque, elles ont une riposte au ministère des Finances en disant vous pouvez pas nous dire des choses pareilles, vous n'avez pas le droit de nous dire une chose, et il y a de la tension entre ces 2 endroits, et ça c'est le premier problème, c'est le problème de la santé. C'est-à-dire le ministère des Finances exige des coupes, des réductions budgétaires dans le domaine de la santé, alors que dans la santé on est déjà submergé, puisqu'on voit, on l'a vu au cours des dernières semaines, il y a des journaux qui ont consacré plusieurs dossiers à ce sujet. Les salles d'urgence des hôpitaux sont débordées, en plus avec l'hiver qui arrive et la grippe, et il n'y a plus de budget dans la santé publique. Vous m'envoyez les mots de la bouche. C'est ça le premier problème. C'est ce qu'il faut dire. Deuxième problème, les handicapés. Ils devaient recevoir au 1er janvier 2020 la deuxième partie qui leur permettrait quelques centaines de shekels d'être au-dessus de ce qu'on appelle le cave en Israël, la limite de la pauvreté. Et le ministère des Finances, apparemment, n'a pas pour l'instant donné au gouvernement les chiffres qui permettraient de 1er janvier 2020 de donner à ces pauvres personnes 200-300 shekels. Il commence à y avoir des discussions à ce sujet. Ils ont dit qu'ils commencent à s'énerver, peut-être les manifestations des handicapés reprendront. Troisième et dernière chose qui apparemment va être la conséquence. Vous savez qu'à Hanouka, ces dernières années, les parents qui avaient des élèves, les élèves étaient pris en charge gratuitement pendant la fête de Hanouka. Oui. C'est supprimé cette année, apparemment, de ce qui est dit. Pour l'instant, c'est supprimé ça. Et les parents d'élèves doivent s'attendre ou à payer. C'était les fameux centres aérés qui étaient gratuits, oui. Voilà les 3 choses que je voulais dire qui concernent directement les gens. Qui sont des répercussions, on va dire, immédiates. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà mesurer sur le plan macro les répercussions de tout ce qui se passe actuellement au niveau de la santé de l'économie israélienne? Est-ce que par la suite, au lendemain d'élections, s'il y a encore des élections, et si un gouvernement est formé, est-ce que l'on doit s'attendre à véritablement après
des mesures draconiennes pour essayer de stabiliser l'économie ou c'est pas le cas? Je pense que les avis sont très partagés. Je ne pense pas qu'on puisse répondre à votre question. Elle est très complexe. Et je crois, on va en parler aussi, c'est une des raisons, à mon avis, pourquoi la Banque d'Israël n'a pas baissé le taux d'intérêt, parce qu'il ne sait pas exactement quelles sont les conséquences macro de la situation où nous sommes. Alors justement, c'est la deuxième question. Vous répondez à la deuxième question que vous nous aviez suggérée concernant les taux d'intérêt. Pourquoi ces taux d'intérêt restent aussi bas? Oui, c'est pas aussi bas. J'avais lancé un appel la semaine dernière à Amiri Aron, s'il nous écoutait, de baisser les taux de l'intérêt. C'était une boutade. C'était une boutade. Mais en fait, c'est ce que disaient 70% des analystes qu'il fallait le faire et des économistes. Lui-même, la Banque d'Israël, dans le précédent réunion, avait dit que sans doute elle baisserait les taux d'intérêt. Il a préféré maintenir à 0,25 comme c'est maintenant, et immédiatement il a eu peur, il savait que déjà le shekel est très fort, qu'il y aurait une demande énorme sur le shekel. Okay. Alors il a fait une chose qu'il n'a pas fait récemment, qu'il n'a pas fait ces derniers temps, il a acheté massivement du dollar. Ah oui. Mais finalement... C'était l'habitude de son prédécesseur. Oui, Carmi Blog, avant c'était un fichier... Et lui il avait décidé de ne pas le faire, mais là il a dit qu'il savait que... Mais les économistes disent qu'au début sans doute dans le premier trimestre de 2020, il sera obligé de le faire et de baisser fortement. Il attend, à mon avis, de voir il est sur un échiquier, il n'a pas tellement de force. Une chose quand même que je voudrais dire aux gens, certains économistes disent, la Banque d'Israël a un deuxième chapeau. Il est aussi le chef, celui des banques, celui qui s'assure que les banques ne perdent pas trop d'argent. Or, quand vous baissez le taux d'intérêt, les banques peuvent gagner moins d'argent. Et je demande aux gens d'ailleurs de faire très attention maintenant quand on leur propose des prêts. J'ai entendu que certaines banques, c'est très étonnant, augmentent énormément les taux d'intérêt. Il n'y a pas de raison, j'en touche qu'à 9%. Vraiment, renseignez-vous bien avant de prendre des taux d'intérêt et de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, vous nous annoncez aussi la fin de la télévision par câble. Expliquez-nous. Point d'interrogation. Ah, peut-être, oui. Je vais expliquer comme ça. Le partenaire, qui est une société de téléphone, partenaire, oui. s'est lancé dans la télévision, a fait ce qu'on appelle partenaire. C'est comme avant, oui. C'est ça. Maintenant, parce que on en a parlé souvent, le problème dans le téléphone n'est plus, il y a tellement de concurrence, ce n'est pas impossibilité pour les sociétés de maintenir le cap et d'avoir des bénéfices. Maintenant, Partner TV a fait des accords aussi avec Netflix et encore beaucoup, et propose pour des sommes pas très importantes un énorme choix de télévision. Maintenant, il est basé sur Internet. Et les gens, c'est un réel succès. Là-dessus, elle a perdu sur le téléphone, mais sur la télévision, elle a eu énormément de succès. Okay. Haute et Yes. Haute, c'est les câbles. C'est les deux bouquets câblés. Voilà. Haute, c'est câble. Et Yes, c'est télé-satellite. Ont vu ce succès. Et ont décidé de maintenant faire passer beaucoup de clients depuis les câbles et des satellites à aussi le système Internet. Et parce qu'ils voient que ça donne beaucoup plus de possibilités. Et donc, apparemment, il y a eu cette semaine, une semaine, on a parlé de ça dans les partenaires, a parlé d'autres, qu'apparemment, je ne sais pas quand, mais à terme, c'est tout le monde passera par Internet. Alors, vous nous expliquez également que les denrées alimentaires saines, c'est-à-dire, on va dire bio, seront signalées par la couleur verte. Et ça me semble logique, il me semblait que ça existait déjà. Non, c'est officiel maintenant ? Effectivement, ça a lieu. Il y a eu entre le ministère de la Santé et ceux qui vendent des produits alimentaires, ceux qui en produisent, des discussions énormes sur ce sujet. Ils ont essayé à tout prix d'empêcher cette mesure que le ministère de la Santé a pensé extrêmement importante. Vous savez que vous avez parlé de problèmes de santé en Israël aussi. Beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de problèmes de santé dus à une mauvaise nutrition. Okay. Et donc, il a imposé, c'est tout nouveau. Cette semaine est sorti le décret qui dit exactement comment, qui et quels produits auront le droit d'avoir le label vert. Que vous dites bio, je ne sais pas si c'est bio, ça concernera les yaourts, ça concernera les cornflakes, ça concernera beaucoup de choses. Et les gens, parce que vous savez souvent sur des paquets, il y a marqué c'est bon pour la santé. Oui. Mais ça, c'est ce que les producteurs disent. Maintenant, il y aura un label scientifique du ministère de la Santé où il y aura marqué vert. Je pense que c'est très important pour les consommateurs. Suivez ça, regardez si vous l'avez. Ça doit être prochainement mis dans les super. Alors, dernier point, on a commencé sur des répercussions difficiles de la crise politique. On va terminer sur une note optimiste, c'est-à-dire les revenus des ménages en Israël sont relativement
élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Les instituts statistiques savent apparemment que nous donnons notre chronique aujourd'hui. Et donc, hier, on donnait des chiffres concernant le revenu des ménages. Quand je dis revenu, ça ne veut pas dire simplement le salaire. Ça veut dire exactement, il y a des gens qui ont des appartements qui louent, il y a des portefeuilles boursiers. Ils ont été l'année dernière augmentés de 4%, des ménages ensemble. C'est très bien. Et c'est au-dessus de 20 000 shekels. Et donc, sa augmentation, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'ensemble des ménages israéliens, ça va mieux. D'un côté, les dépenses de moyenne qu'ils ont fait sur un ménage, ils ont parlé de 16 000 shekels. Ça veut dire qu'en fait, l'Israélien se trouve dans une position qui est positive par rapport à ce rapport recettes, tout compris, et dépenses. Et donc, je pense que ça explique aussi peut-être aussi ce que nous avons dit au début, que l'indice du Moody's a dit que l'économie d'Israël est bonne. Il y a quand même des bons chiffres indices qui sont positifs. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette chronique qui commence, on va dire, de manière plus préoccupante et qui se termine de manière plus encourageante.